Ça, Gamal Abina, que sait-on réellement de cette tentative de coup d'État? On va l'appeler tentative puisqu'elle a été déjouée. Qu'est-ce qu'on sait concrètement, Gamal Abina? Alors, ce que reprochent les partisans de l'extrême droite au gouvernement allemand, en vérité, les choses sont très complexes en Allemagne. On a l'impression, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 70 ans, qu'il y a eu une dénazification. Et c'est vrai elle s'est opérée au niveau des instances dirigeantes. Quoique le monde industriel n'ait pas été affecté. Les grands industriels comme le responsable de Farben ou de Porsche, Ferdinand Porsche n'a pas été inquiété. C'est quand même celui qui construisait les moteurs et les chars allemands. Il y a tout un tas de grands industriels qui n'ont pas vraiment été inquiétés par la dénazification, qui sont passés entre les mailles du filet. Bonjour et encore une fois merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être reçu par vous. Donc pour répondre à votre question sur la tentative de coup d'État en Allemagne, ce que l'on sait particulièrement, c'est que d'après ce que la police et les enquêteurs ont donné comme premiers éléments de réponse, c'est qu'il y aurait entre 25 et 50 personnes qui seraient à la manœuvre et qui auraient tenté de faire un coup de force, de prendre le Parlement d'assaut, semble-t-il, et certainement de démettre le gouvernement de ses fonctions, donc de remettre en question les principes démocratiques qui régissent l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et particulièrement depuis la réunification de 89. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il semblerait, avec les crispations économiques évidentes que l'on connaît aujourd'hui, il semblerait que beaucoup d'Allemands, de plus en plus en colère, beaucoup d'Allemands, et pas seulement la population qui commence à subir de plein fouet une inflation difficile, mais surtout les industriels et les chefs d'entreprise qui sont très importants en Allemagne, dont les groupes de pression sont connus, eh bien, soit en colère par rapport à la politique choisie par le chancelier Scholz, qui a décidé de s'aligner, parce qu'il est obligé malheureusement, sur la position américaine. Donc, cette colère est motivée par le fait que, évidemment, en coupant Nord Stream 1 et 2 et en laissant les actions de sabotage se mettre en place, eh bien, les Allemands se sont froissés évidemment avec la Russie, en prenant une position pro-ukrainienne sans la moindre mesure, et en rompant littéralement leurs relations économiques avec les Russes de façon assez violente. Et à partir de là, eh bien, les chefs d'entreprise, eux, subissent de plein fouet la perte de cet approvisionnement énergétique, simplement parce que eh bien, l'Allemagne dépend pour quasiment la totalité de ses besoins énergétiques des importations étrangères, et particulièrement l'Allemagne. Elle ne produit uniquement que 50% de ses besoins en matière de charbon. Que l'Allemagne a été sur le point d'abandonner son parc nucléaire et que donc le coup dur porté à l'approvisionnement énergétique allemand à la suite de cette invasion ukrainienne du 24 février a conduit à ce qu'il y ait des restrictions très importantes, à telle enseigne qu'aujourd'hui les Allemands doivent quasiment compter pour leurs dépenses énergétiques, à ne pas trop prendre de douche, à réduire leur consommation, à faire ce qu'ils appellent en France de la sobriété énergétique, donc à ne plus trop consommer. Le problème, c'est que l'Allemagne est un des deux plus grands pays industriels d'Europe. Il y a l'Allemagne, évidemment, que l'on connaît tous, et il y a l'Italie. Et ces deux pays dépendent évidemment du coût de l'énergie. Et si le coût de l'énergie se surenchérit, c'est déjà compliqué parce que ça signifie que la compétitivité des produits exportés n'est plus au rendez-vous. Mais surtout, si le coût de l'énergie augmente de façon trop importante, et là on est sur du x10 quasiment, et bien là, non seulement ils ne sont pas compétitifs, mais en plus ils sont obligés quasiment de réduire la production de leurs usines. Plus encore, avec la raréfaction de l'énergie, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'est même plus à savoir si l'énergie coûte trop cher. Elle coûte trop cher et en plus, elle est rare, voire quasiment annulée, puisqu'il y aura des arrêts d'approvisionnement énergétique pour les usines. Donc c'est vrai que les entrepreneurs sont très énervés, que l'extrême droite est informée de cela, et que par certains abords, ça rappelle les années 30, à l'époque où effectivement l'extrême droite allemande et Hitler était soutenu par les industriels allemands, puisqu'on sait que c'était Hermann Göring qui avait mis en relation Hitler avec avec l'ex-président de la Reichsbank qui s'appelait Hjalmar Schacht, et c'est lui qui a ouvert littéralement Hitler les financements de son parti par tous ces industriels allemands qui étaient à l'origine très inquiets de la crise économique et surtout de l'arrivée du communisme en Allemagne. Donc ça avait combiné plusieurs éléments comme ça convergents qui ont conduit à ce que le 30 janvier 33, Adolf Hitler prenne le pouvoir, mais il a été placé par la droite allemande, par les industriels, par les hommes d'affaires et surtout par une Allemagne qui sortait d'une crise très difficile. On se rappelle les années 20 et des années 30, où effectivement, après la crise de 29, eh bien, l'Allemagne était sur les genoux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration à peu près similaire. C'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, c'est encore d'eux que vient la problématique. La crise de 29, c'était les États-Unis. La crise contre l'Ukraine, c'est toujours les États-Unis. Donc les Allemands se sentent piégés, leurrés, abusés par leurs alliés, entre guillemets, américains, qui, pour la petite histoire, occupent toujours militairement le territoire allemand. Toujours Bonjour dans, et encore une fois, toujours dans merci pour... cette même logique, on va peut-être prendre cette deuxième intervention de notre ami Gamal Abina pour essayer de comprendre
le silence véritable de Paris, parce qu'il faut dire que depuis que les autorités allemandes ont déjoué ce coup d'État, du côté de la France, on n'en parle pas. Après avoir scruté beaucoup de médias, c'est comme si lettre avait été donnée, des interdictions avaient été données d'éviter de parler de cette tentative de coup d'État-là. Comment on peut expliquer ce silence de Paris, Gamalabina? Alors concernant le coup d'État manqué que vous venez de souligner en Allemagne, en vérité, Paris est très inquiète et surtout très incommodé par l'idée que la politique littéralement atlantiste suivie par les Occidentaux, particulièrement Paris évidemment, Berlin de fait puisqu'ils sont obligés de le faire, et l'Angleterre qui a toujours eu une tentative de quasiment d'alliance absolue avec les États-Unis, puisqu'aujourd'hui l'Angleterre n'est plus dans la communauté européenne, eh bien cette tentative de coup d'État, qui est une tentative manifestement emmenée par les gens les plus radicaux de l'extrême droite, inquiète Paris parce que déjà, ça rappelle, encore une fois, il y a un siècle, les années 30, où ça a conduit quand même à des guerres assez violentes en Europe. On se souvient de la Seconde Guerre mondiale, 6 ans de bain de sang qui ont détruit littéralement l'Europe. Aujourd'hui, Paris est inquiète, fait semblant de pas trop voir ce qui se passe en Allemagne, mais se rend bien compte qu'avec un Bundestag qui a quand même vu une émergence considérable des partis dits d'extrême droite, donc ont été clairement des partis presque parfois pour certains néo-nazis. Cette montée en puissance de l'extrême droite en Europe et en Allemagne qu'on peut observer, qui était inattendue il y a encore 10 ans, un peu inquiété Paris, sachant que évidemment la France n'est absolument pas à l'abri d'un coup de force militaire, puisqu'on voit bien que le général de Villiers, par exemple, a des tendances un petit peu à, pas fascisantes, mais tout de même à se dire qu'il faut peut-être mettre de l'ordre dans la maison France. Et donc, oui, effectivement, on fait semblant de pas trop voir ce qui se passe en Allemagne. Il y a encore 5 ans, on aurait tout de suite montré l'Allemagne pointé du doigt, puisque simplement, il y avait une forme de jeu un petit peu de chat à la souris entre la France et l'Allemagne pour toujours s'invectiver. Mais là, en l'occurrence, s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils sont très inquiets. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne le savent pas, tout le monde le sait, les journaux en ont parlé, mais c'est vrai que ça n'a pas été le scandale qu'on pouvait s'imaginer. Qui pouvait penser que des militaires, combinés à des hommes d'affaires, combinés à des gens d'extrême droite, pouvaient un jour se mettre à nouveau d'accord en Allemagne pour envisager un coup de force et nous refaire le coup de l'incendie du Reichstag, par exemple, qu'on a vu dans les années 30. Eh bien, personne, mais ce qui est certain, c'est qu'avec la crispation à l'Est, avec la crise économique à venir, avec une inflation galopante, avec tous les éléments qui ont concouru dans les années 30 à l'explosion des fascismes en Europe, eh bien, les Français sont inquiets, parce ils sont inquiets pour le territoire étranger, bien évidemment, mais ils sont aussi inquiets pour ce qui peut se passer en France. Il ne faut jamais perdre de vue que les Gilets jaunes ont beaucoup inquiété le gouvernement français. Macron était littéralement enfermé dans un bunker qui était l'Élysée à l'époque, et qu'aujourd'hui il se dit, bah, on ne sait jamais, il pourrait y avoir peut-être un effet de contamination. J'en veux pour preuve le phénomène, par exemple, j'ai lu un livre très intéressant sur le phénomène des Black Blocs, qui sont nés en Allemagne dans les années 80 et qui ont largement fait tache d'huile sur la France, à telle enseigne que la France est devenue beaucoup plus radicale en matière de Black Bloc que ne le sont les Allemands aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça inquiète les autorités françaises. Ils se posent des questions, est-ce que oui ou non il y aura une déstabilisation de l'Allemagne, sachant que la politique européenne reste encore très atlantiste, mais qu'en vérité, des questions commencent à surgir dans plusieurs partis politiques qui se disent, mais finalement, il faut peut-être pousser l'Ukraine à négocier avec les Russes, que de toute façon, la guerre est perdue, littéralement. Je veux dire, le territoire, les 20% de territoire ukrainien sont acquis aux Russes. Il faut peut-être pousser les Ukrainiens à négocier avec les Russes. Ça éviterait d'abord une crise économique durable, ça éviterait surtout un bain de sang inutile en Ukraine pour des gains territoriaux marginaux, et surtout, ça éviterait un froissement total face à la Russie, qui reste malgré tout toujours ouverte à la discussion avec l'Europe. Sortira donc avec cette dernière question, la question centrale, en tout cas à l'extrême droite, que reproche-t-elle au final au gouvernement allemand? Alors, ce que reprochent les partisans de l'extrême droite au gouvernement allemand, en vérité, les choses sont très complexes en Allemagne. On a l'impression, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 70 ans, qu'il y a eu une dénazification. Et c'est vrai qu'elle s'est opérée au niveau des instances dirigeantes. Quoique le monde industriel n'ait pas été affecté. Les grands industriels comme le responsable de Farben ou de Porsche, Ferdinand Porsche n'a pas été inquiété. C'est quand même celui qui construisait les moteurs et les chars allemands. Il y a tout un tas de grands industriels qui n'ont pas vraiment été inquiétés par la dénazification, qui sont passés entre les mailles du filet, tout comme Yann Marshall d'ailleurs, le responsable de la Reichsbank qui a quand même financé l'économie de guerre allemande. Il n'a pas été inquiété parce qu'ils ont retourné leur veste en 1944 contre Hitler avec le coup de force de l'opération Valkyrie. Donc qu'est-ce que pensent aujourd'hui ces fameux gens d'extrême droite qui pourraient avoir des sympathies pour l'extrême droite évidemment, mais pour le nazisme? Simplement l'idée de se dire qu'à une époque, quand l'Allemagne était dirigée par
un dictateur, en l'occurrence Adolf Hitler, par un Führer, par un guide, c'est comme ça qu'il l'appelait, eh bien, elle fonctionnait. Les fondements de l'industrialisation et de la structuration économique et sociale allemande viennent de là. C'est pas la politique de Weimar, la fameuse République de Weimar, qui les a donnés, ça vient de là. Et donc, il y a une nostalgie, pour certains d'entre eux, pas tous évidemment, sur l'idée de se dire que le national-socialisme, donc le NSDAP, le Parti des travailleurs nationaux socialistes allemands, avait mis en coupe réglée l'économie et que grâce à ces gens, l'Allemagne est devenue un pays moderne. Elle avait déjà entamé sa modernisation entre 70 et 14 et ils sont devenus une grande puissance industrielle, mais ils se sont modernisés en termes de compétitivité, en termes de structuration, en termes d'organisation, en termes de rigidité dans la production de richesses. Et cette modernisation qui a fait que cet État fédéré allemand, puisque ça reste quand même des Länder qui sont fédérés entre eux, cet État fédéral allemand est devenu une très grande puissance, la première puissance économique européenne et de la troisième ou quatrième puissance économique mondiale. Et à elle toute seule, hein, indépendamment du reste de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est le moteur économique et industriel de l'Europe. Et donc ce que reprochent ces gens d'extrême droite, c'est de se dire les dirigeants trop atlantistes de l'État allemand, alors moins Merkel, mais surtout Olaf Scholz aujourd'hui, sont en train de nous emmener droit vers le mur, alors que les Russes, qui étaient déjà des ennemis traditionnels, avaient un petit peu calmé la tension, avaient même proposé une alliance, la fameuse alliance Eurasie, dont on parle beaucoup et qui est une idéologie chère à Alexander Dugin, eh bien cette alliance-là est remise en question par l'État américain qui ne veut pas entendre parler d'une bonne intelligence entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Et à partir de là, les néo-nazis ou les gens d'extrême droite, qui n'avaient pas de raison particulière d'aimer les Russes, hein, se souviennent quand même que ça leur a coûté très cher ces guerres à chaque fois contre la Russie. C'est quand même la troisième guerre en Europe du siècle dernier qui a eu lieu. Je veux dire, il y a eu une première guerre mondiale contre les Russes, une seconde guerre mondiale contre les Russes, et là on est sur un conflit non pas ouvert, c'est un conflit de basse intensité puisqu'il est économique, mais tout de même, qui donne le sentiment qu'une fois de plus, on veut faire en sorte que l'Allemagne soit frontalement opposée aux Russes. Et ces gens-là s'y opposent. Ils ont compris que ça les a conduits à la catastrophe en 1945. Ils ne veulent plus en entendre parler. Donc, qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement allemand? C'est cet alignement atlantiste sans la moindre mesure devant le diktat de Biden et du gouvernement américain contre Poutine qui est prêt à discuter, il n'arrête pas de le répéter, qui n'est pas en guerre avec l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas en guerre contre l'Europe, c'est l'Europe qui fait des sanctions, mais la Russie ne considère pas que ces sanctions soient légitimes, elle considère que c'est une affaire entre guillemets intérieure entre la Russie et l'Ukraine, et que l'Europe devrait s'écarter de ce dossier. Et que cette guerre est alimentée de l'extérieur pour qu'elle dure, qu'elle épuise la Russie, ce qui n'est pas vraiment une réussite, mais ces gens d'extrême droite allemande, eux, considèrent que c'est une trahison pour leur pays, puisqu'on met en danger l'économie allemande, donc on met en danger la cohésion sociale, la cohésion nationale, et surtout le drapeau allemand face aux desiderata américains. Merci à notre ami Gamal Abid. Afrique Média, le monde, c'est nous.